Salut, Moussa Ndoye a fait très mal. Célestin Djamen qui se voyait déjà ministre. Écoutez ce que Moussa Ndoye a dit. Le gouvernement a une seule utilité, c'est de permettre à d'autres familles d'accéder à la mangeoire. C'est de sortir certaines personnes de la galère ou de la misère, comme les gens de Dieu Momo et consorts, pour qu'ils soient en haut. Sinon, déjà qu'en 2018, Paul Biya, à la fin de son discours, avait dit que il tenait compte de l'envie des jeunes à participer davantage à la gestion de la chose publique. Et il le disait en droit ligne avec le score ou bien la prestation de Kabal Libi qui avait été la révélation et la sensation de cette élection présidentielle 2018. Je me rappelle que dès qu'il avait dit ça, beaucoup se voyaient déjà ministre, secrétaire d'État et tout. Non seulement après, il n'y a même pas eu de remaniement ministériel, on a procédé jusqu'à quelques jours de chaise musicale, mais après, vous avez vu les jeunes être particulièrement intégrés. On assiste toujours à la même gérontocratie. Donc, je veux dire que pour l'essentiel de ce que le président a dit le 6 novembre, il avait déjà dit le 6 novembre 2018, ça n'a pas été suivi des faits. Il avait dit que cette là risque d'être l'un des plus remarquables de l'histoire de notre pays. Mais on l'a juste remarqué en termes d'inondation, de trous sur les routes, de pauvreté, de montée en puissance de l'insécurité, du chômage endémique des jeunes, du nombre de pauvres Camerounais qui a quasiment doublé. Parce qu'aujourd'hui, vous avez près de 20 millions de Camerounais qui sont sous le seuil de pauvreté, désormais, avec des zones de prévalence telles que les 70% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Donc, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Mais pour revenir... Semaine aujourd'hui que le président de la République a prêté serment, est redevenu ou a été réélu président de la République du Cameroun. Il a prêté serment, c'était jeudi dernier à l'Assemblée nationale, le 6 novembre. Une semaine plus tard, est-ce que les Camerounais ont vu des actions immédiates, concrètes, après cette réélection de Paul Biya? Peut-être en gouvernement, certains s'y attendaient, mais jusqu'ici non. C'est le même gouvernement qui y est toujours. Marie-Flore, Oui, Moussa depuis que Ndoye. Paul Biya est président, il a déjà fait environ 45 gouvernements. Je vous rappelle que lors de ses premières années de règne, on avait parfois un ratio de 3 gouvernements par an. C'est-à-dire que vous avez un gouvernement en mars, en juin vous sortez un autre gouvernement, en novembre vous sortez un autre gouvernement et tout. Paul Biya a utilisé environ 350 à 400 Camerounais dans ces différents gouvernements. Vous avez des gens même qui étaient ministres qu'on a oublié aujourd'hui qu'ils étaient ministres un jour. Quand vous dites mais à vos petits frères que tel était ministre, ils disent ah bon, il était ministre. Parce qu'on en a tellement eu, mais est-ce qu'un gouvernement a déjà résolu le problème d'un pays un jour? Notre société a des problèmes structurels et, et, et institutionnels, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est que la structuration de notre pays, qui voudrait que tout parte de la présidence et tout part vers la présidence, ne marche plus. Cette superposition des gouvernements, là où vous avez un gouvernement officiel, après vous avez un gouvernement bis à la primature, qu'on appelle les divisions, les différentes divisions. Après vous avez un gouvernement tertio à la présidence de la République, qui fait en sorte que les lieux d'arbitrage, les boulots d'étranglement sont tellement multiples qu'à la fin on ne sait plus qui fait quoi, qui fait comment. Vous avez un gouvernement pléthorique. Pour faire passer la route là. Oui. Allô? Oui, on vous écoute, Moussa Ndoye. Pour faire passer 1 kilomètre de route, vous devez faire intervenir 8 à 9 départements ministériels, selon les cas. Parce que les uns et les autres se marchent dessus. Pour mener la moindre petite action, ça doit réunir 3-4 départements ministériels au minimum. Les gens ne peuvent plus continuer à fonctionner comme ça. Donc, est-ce que vous pensez à une révision? On doit créer un poste de vice. Est-ce que vous pensez justement à une révision de la Constitution, Moussa Ndoye? Ça va changer quoi? Si vous avez un vice-président dans un système toujours aussi centralisé, à part donner du travail et permettre à de nouvelles familles de gagner les marchés publics parce que leur oncle est en haut, ça va changer quoi la vie d'un Camerounais? Un poste de vice-président. Hein? Peut-être pour que les choses aillent. Les gens se sont plaints pendant longtemps. Les gens se sont plaints pendant longtemps qu'il n'y avait pas le Sénat, que le Sénat n'était pas en place. Depuis que le Sénat est venu là, qu'est-ce que ça a changé? Pendant longtemps, les gens se sont plaints qu'il fallait les conseils régionaux, les régions et tout. On a fait un code général de la décentralisation beaucoup plus centralisé même par rapport aux lois de 2004, etc. Bon, finalement, ça a changé quoi? Même les membres des conseils régionaux eux-mêmes ne savent pas à quoi ils servent. Ou à quoi ils devraient servir. Parce que, figurez-vous qu'on veut même attribuer des véhicules, du matériel roulant aux conseils régionaux. Mais c'est le ministère du développement, de la décentralisation et du développement local qui achète des voitures pour aller donner aux conseils régionaux. Donc ces conseils régionaux-là n'ont même pas la capacité de commander ne serait-ce que des véhicules. À quoi est-ce qu'ils servent alors? Donc, si vous avez un système toujours centralisé, augmentez le nombre d'institutions que vous voulez. Si vous n'autonomisez pas les populations et que vous augmentez juste les institutions, ça produit plutôt les résultats contraires. Je le disais tantôt, on n'a jamais eu autant de ministères dévolus au développement. Ministère de l'agriculture et du développement rural, ministère de la décentralisation et du développement local, ministère du développement urbain de l'habitat, ministère de la protection de la nature et du développement durable, ministère et tout. Mais le Cameroun n'a jamais été aussi sous-développé.
Au-delà de la loi, Vous comprenez un peu. est-ce que la plus grande difficulté, Moussa Ndoya, ne réside pas dans l'application effective des différentes réformes sur le terrain? Il y a d'abord eu quelle réforme? Je vous prends un cas simple. Vous prenez la décentralisation qu'ils ont adoptée le 24 décembre 2019. Mais ce code de la décentralisation, avant, les communes avaient 5 tutelles à peu près. Ces tutelles-là sont passées pratiquement au double, à près de 10 tutelles. Puisqu'on a augmenté les ministères, on vous dit que pour qu'un budget entre en exécution d'une mairie, il faudrait que ce budget-là soit validé par le préfet et par la tutelle. Oui. Seulement pour créer une police municipale, on vous dit article 17 du décret. Résistant à la police municipale, on dit que cette police municipale doit se former à la NASLA et la résolution du conseil municipal doit être autorisée par le MINDEVER, le ministère des tutelles. On a 374 mairies et communes d'arrondissement au Cameroun. Donc à chaque fois que vous voulez faire quelque chose, ça doit remonter à Yaoundé au niveau du ministère du développement local, de la décentralisation du développement local, voire même au niveau de la primature. Ça n'a pas de sens. Donc aujourd'hui, on vous dit non, vous pouvez créer une entreprise publique locale. Mais allez voir la procédure de création d'une entreprise publique locale, mais vous pouvez simplement dire que les communes ne vont pas créer des entreprises locales. Allez au niveau de la fiscalité. Avant, les mairies avaient des impôts locaux qu'elles percevaient directement. Et c'est ça qui leur permettait de payer leur personnel et de subvenir à certains de leurs besoins. Qu'est-ce qui s'est passé? La dernière loi de finances a fait, on a encore recentralisé tous les revenus fiscaux communaux au niveau de Yaoundé. Et encore, les centimes additionnels communaux n'arrivent pas. C'est encore Yaoundé qui va maintenant voir quand est-ce qu'il va bien développer de l'argent pour envoyer aux mairies. Le résultat des courses, vous avez des personnels communaux qui ont 18 mois sans salaire. Voilà la mairie de Douala qui est brûlée depuis là. On n'arrive pas à la construire. Pourquoi? 2015. Parce que les procédures sont tellement longues et tellement contraignantes que ça perd du temps aux gens. D'où vient-il qu'une mairie, pour reconstruire ces locaux qui ont été brûlés, doit encore aller voir le ministère des marchés publics, le ministère du développement local, la primature, le MINEPAT, etc. avant de reconstruire la mairie? Ça fait 10 ans que cette mairie a brûlé, justement. Ça fait 10 ans. Ouais, en 2015. Et on n'est pas prêt de sortir de l'auberge. Mais Moussa Donc Ndoye, pour vous dire que le problème, c'est d'abord les systèmes, les lois en elles-mêmes. Les lois, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, les lois sont mal ficelées. Ces lois-là ne sont pas bien ficelées et ces lois-là consacrent davantage la centralisation parce que les bureaucrates écrivent les lois en pensant à leurs privilèges. Il faut que les préfets, les gouverneurs continuent à tenir les maires d'arrondissement, à tenir les maires de ville et à tenir les conseils régionaux. Il faudrait que les bureaucrates qui sont à Yaoundé continuent à avoir la même mise sur l'ensemble des 10 000 milliards du budget de la République du Cameroun. Ils ne veulent laisser échapper aucun pan de la gestion de ces ressources-là. Donc, lorsque les gens écrivent des lois ou des textes réglementaires en pensant à ce que ça doit leur apporter personnellement, vous comprenez qu'on n'est pas sorti de l'auberge. la décision de reprendre les études doctorales et de relancer les concours de l'école normale supérieure a été très commentée. Moussa Ndoya, est-ce que vous pensez que c'était des annonces attendues? Le chef de l'État a évoqué un septennat qui sera consacré beaucoup plus aux femmes et aux jeunes. Non, c'est ça. Je vous rappelle, le gouvernement en lui-même ne produit rien du tout dans la vie des hommes. On ne voit pas de changement. Le gouvernement passe et se ressemble. Vous vous plaignez de tel ministre, il vient, oh, il ne faisait pas ceci. Après, l'autre vient, vous avez l'impression qu'il était pire. On dit que tel a volé de l'argent. Vous plaignez de lui. Après, celui qui vient après lui est même plus grave. Vous comprenez un peu? Oui. Mais, Donc, mais selon vous, les chantiers importants... Si on devait appliquer, par exemple, oui, la loi sur la lutte contre la corruption, véritablement, au Cameroun, on devrait mettre l'entièreté des gouvernements successifs en prison. Vous plaignez d'un secrétaire général de la prison, on s'est plaint de Titus Edouard, jusqu'elle est allée en prison. Oh, Edouard avait trop de pouvoir, il se prenait pour Dieu, etc. Après, on a remplacé Edouard, non? oui. Atangana Mebala est arrivé. Oh, Atangana, on l'appelle même Almora. Il est le vice-dieu, il se prend pour le pharaon, il fait défaire la vie des gens, on l'a même aussi envoyé en prison. Après, on a dit que non, c'était d'abord Joseph Ona qui était venu. On a dit que Joseph Ona se prend même pour Dieu sur terre, il a tout le pouvoir, ça en est de tout le tout. Il est parti, on a mis Atangana Mebala. Atangana Mebala est parti en prison. On l'a remplacé par. Non, c'est d'abord Marafa Amilou Yaya qui est venu. Oh, Marafa est trop puissant, il a trop de pouvoir, il fait des faits, le Cameroun lui appartient, il est même allé en prison. Attends, Mebala est arrivé. Oh, Atangana a trop de pouvoir, il en fait trop, on doit l'envoyer en prison, on l'envoie en prison. Ngongo est venu maintenant. Oh, instruction, c'est lui le dieu de la terre, c'est lui qui fait des faits, il doit aller en prison, Kangate, machin to gate. Mais posez-vous la question, mais si tous ceux qui viennent à ce poste-là ont autant de pouvoir et voleraient autant d'argent, mais qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que ce n'est pas les hommes le problème. C'est la structuration de ces postes-là qui pose le problème. Donc vous devez revoir les structures, vous devez revoir les mécanismes, vous devez revoir les institutions, vous devez chercher à changer de personne. Tel que le secrétaire général de la présidence, même si vous nommez Jésus-Christ là-bas, il va seulement mal se comporter. C'est une fonction qui regorge tellement de puissance. Je ne parle pas de pouvoir, je parle de puissance. Ça va en fait tellement de puissance qu'il est quasi impossible de garder la tête sur les épaules en étant à cette fonction-là. Vous voyez un peu? Oui. Donc, changez autant de secrétaire général à la présidence que vous voulez.
Tant que les choses sont structurées telles qu'elles sont structurées là, conformément au texte de 1965, vous n'allez rien changer du tout. On se plaît de la même manière qu'on se plaît de Bongo aujourd'hui. On se plaignait de Samuel Lebois de la même manière quand il était secrétaire général de la présidence de la République. Il n'y a pas eu un seul secrétaire général de la présidence de la République qui est passé par là, y compris pour Biya lui-même, sans que les gens ne se plaignent de lui, sans que les premiers ministres ne se plaignent d'eux. Donc, pour vous dire qu'il faut revoir les institutions, la seule chose, les gens qui attendaient le gouvernement, c'est parce qu'ils ont peut-être un ou deux frères qui sont en pole position, ou bien ceux qui savent se disent qu'ils risquent de perdre leur pouce entre tous ceux qui ont volé de l'argent à gauche, à droite, qui ont peur que si on fait un remaniement aujourd'hui, ils peuvent se retrouver en prison. Voilà ceux pour qui le gouvernement est un enjeu. Mais vous pensez que pour le Camerounais lambda, c'est... Sinon, croyez-moi que si les institutions restent comme ça là, il y aura un nouveau gouvernement. Ça ne va rien changer, à part qu'on va découvrir les nouveaux voleurs, il y aura de nouveaux scandales, et la population va continuer à souffrir parce qu'il y aura un ministre va décider de quoi. Un ministre décide de quoi en fait. La seule chose qui décide, c'est les copains et les amis à qui il va accorder les nouveaux 4-9 et tout. Vous aurez seulement les nouvelles fibres Nayaoundé avec les nouvelles voitures, les nouvelles et tout, c'est tout. Mais ils suivent un programme précis, notamment cette action gouvernementale. Voilà. Quel programme? Il y a toujours un projet de société, Moussa Ndoya. Non, jamais. Non, Marie-Flore. Je suis désolé. Laissez les slogans. Un programme, comme on l'expliquait sur une chaîne de télévision la semaine dernière, un programme, c'est 4 choses. Oui. Premièrement, c'est un diagnostic. Un programme, c'est ce qu'on appelle, il y a un cadre logique. Vous avez d'abord des cibles, vous avez des objectifs, vous avez des axes d'action qui sont clairement définis, et vous avez les mécanismes de financement de ces actions-là. Et tout ça doit être chiffré. Ça veut dire que le Cameroun vise à atteindre 1000 km de routes bitumées dans les 5 prochaines années. Les 1000 km de routes visent tel objectif, peut-être désenclaver le bassin agricole, faire ceci, cela et tout, et va permettre à 2 millions de Camerounais de sortir du seuil de pauvreté. Et pour le faire, nous allons trouver $1 milliard peut-être auprès de tels partenaires internationaux. Comme le Tchad vient de lever, je crois, 1000 milliards dans le cadre de son programme national de développement. Vous avez un truc là qu'on appelle le SND 30. Vous allez trouver l'argent où? Vous avez dit que vous allez trouver l'argent pour faire ça? Et justement, en fait, les gens font de l'incantation. Ils appellent ça des programmes. Aucun ministère ne fonctionne sur un programme. On agit au pifomètre. On était venu, on a dit aux gens qu'il y aura les feux de route. On a demandé aux gars de faire les feux de route. 2 ans, 3 ans, putain, ils n'avaient pas pu faire les feux de route. Peut-être lui-même a oublié ça. On ne pense pas qu'il a oublié. Les gens agissent. Certainement, il va revenir là-dessus, peut-être pour... Est-ce qu'il a encore parlé de ça? Non. Il a parlé de ça dans 2 discours de fin d'année. Après, lui-même a compris que ces gars ne pouvaient pas faire ça. Il a laissé tomber. Il n'y a aucun plan structurel dans aucun département ministériel. D'abord, les départements ministériels ne sont pas autonomes, comme je vous l'ai dit tantôt. Oui. On va sortir par Donc, là. ce que les ministres font au quotidien, ils gèrent de la quotidienneté, ils font de l'intendance. Ils font de l'intendance hebdomadaire. C'est-à-dire, oui, j'ai mon petit frère qui va être nommé, vous allez voir le ministre, oui, il faut faire ceci, non. Organisons le championnat pour Biya dans mon village, comme j'ai perdu les élections là, on fait un peu de bruit, les Marie-Flore vont venir couvrir, pour sauver ma tête. L'autre va dire que non, j'écris les livres, les 400 citations de Paul Biya, les majeures 400 citations de Paul Biya qui ont changé le Cameroun. L'autre dit que je fais déjà les bandes dessinées, l'autre fait déjà ceci. C'est un peu à ça qu'ils occupent leur journée, non? Merci infiniment, Moussa Ndoya. Je rappelle que vous êtes politologue. Aux études doctorales. Oui. Pourquoi est-ce qu'on avait arrêté les inscriptions dans les écoles doctorales? Tout simplement parce que les écoles doctorales ne fonctionnaient plus. Les unités de formation doctorale ne fonctionnent plus. Il n'existe pas de labo. Le suivi des étudiants est totalement lacunaire. Quand un étudiant inscrit en thèse, il est livré à lui-même. Il n'y a pas de financement des travaux. Il n'y a pas de bibliothèque dans les universités. Il n'y a pas de bibliothèque dans les villes même. Il n'y a pas, aujourd'hui, pour le moindre ouvrage fondamental que vous voulez, vous devez le commander sur Amazon en France et payer la douane, les taxes et tout ce qui va avec. Si vous avez la chance d'avoir une carte bancaire internationale. Donc, la recherche en elle-même, qu'on se le dise, n'existe plus dans les universités. Alors, eux-mêmes à l'enseignement supérieur étaient fatigués de fabriquer des doctorats qui n'ont pas de contenu, qui ne ressemblent à rien. Parce qu'il faut se dire la vérité. Vous avez des zones aujourd'hui, je ne peux pas citer un nom pour ne pas incriminer les gens, où 70% des travaux produits sont des plagiats. Nous le savons, nous sommes à l'université, nous savons. Le niveau de plagiat aujourd'hui dans les universités camerounaises, et avec ChatGPT qui est encore arrivé, l'intelligence artificielle, c'est tout simplement alarmant. Alors, quelles sont les solutions qui ont été apportées à ces problèmes fondamentaux? A-t-on ouvert des laboratoires? A-t-on équipé des laboratoires? A-t-on mis sur pied des véritables bibliothèques dans les universités? Est-ce que nos bibliothèques, est-ce que nos universités sont connectées à Internet, etc.? Est-ce que nous sommes inscrits dans les revues internationales majeures qui font avancer la science? Est-ce que nos articles scientifiques sont publiés dans les revues de première catégorie, etc.? Bref, est-ce que nous avons des écoles doctorales au sens propre du terme qui obéissent ne serait-ce qu'à la directive de 2006? Non. Aucun de ces problèmes-là n'a été résolu. Vous venez maintenant réouvrir les mêmes écoles doctorales alors que nous avons toujours les mêmes lacunes qui sont là. C'est une décision purement politique, mais qui auront des incidences académiques très graves. Il fallait qu'on cherche d'abord à résoudre ces problèmes-là. On n'a pas résolu, on n'a résolu aucun de ces problèmes-là, quoi. Quel est le ratio d'encadrement dans nos universités aujourd'hui? Est-ce qu'il est normal que l'enseignant ait 30 étudiants en thèse qui suivent? Est-ce que vous pouvez encadrer 30 étudiants en thèse de doctorat?
Dans les pages de l'histoire de ce jour, nous nous intéressons au premier pas de Paul Biya au pouvoir en 1982, après le départ de son prédécesseur. Dans les lignes du livre Cameroun, Quel avenir de Célestin Monga, on apprend que le soir du 6 novembre, quelques heures après avoir prêté serment, le nouveau président avait rendu public son gouvernement lu au journal de 20h à la radio nationale. Sans grand changement. Après son remplacement au premier ministère par Bello Bouba Maïgari, la suite était juste un repositionnement des mêmes pions sur l'échiquier, surtout pour satisfaire quelques ministres qui avaient exprimé leur mécontentement comme Victor Aïssim Vodo ou qui avaient émis le souhait de se retirer aussi, comme Samuel Ibois. Dans l'ensemble, selon les commentateurs, Paul Biya est resté dans la continuité, surtout par loyauté envers son prédécesseur. Tous laissent même penser que ce réaménagement n'a été rendu nécessaire que parce qu'il fallait pouvoir au poste de premier ministre qu'il venait de libérer. Pour mémoire, ce premier gouvernement de l'aide Biya était ainsi composé. Maghari Bello Bouba au premier ministère, Paul Ndong-Sok aux affaires étrangères, Abdoulaye Maïkano aux forces armées, Victor Aïssim Vodo à l'administration territoriale, Dakaïn Kanga à l'équipement, Bonbon Joya Ibrahim au poste de télécommunications, Joseph Charles Ntoumba chargé de mission à la présidence, Christian Sangwem Bongwa délégué à l'inspection générale de l'État et à la réforme administrative, Pierre Désiré Ngo à l'économie et plan, René Zegele à l'éducation nationale, Athanas Etemi aux lois, à la santé publique, Luc Ayang à l'élevage, pêche et industries animales, Samuel Ibois à l'agriculture, Gilbert Tang aux finances, Gilbert Anzen Chungi à la justice, Daouda Youssoufa à la fonction publique, Philemon Yan Yunji aux mines et énergie, André Ngongan Wanji à la jeunesse et sport, Emmanuel Ebektabi délégué à la présidence chargée des relations avec les assemblées, Delphine Tsanga aux affaires sociales, Félix Tonier Bor au travail et prévoyance sociale, Guillaume Boulet à l'information et culture, Albert Ngom Kome au transport, Amadou Mustafa à l'urbanisme et habitat, Pierre Elé, vice-ministre des Finances, Salomon Fongwe, vice-ministre de l'Agriculture, Tori Limangana, vice-ministre de l'Économie et du Plan, Sadou Daoudou au secrétariat général à la présidence avec rang de ministre d'État, avec Daniel Kang comme adjoint et Aminou Oumarou délégué auprès du ministre chargé d'État des Affaires étrangères. Sur ce premier gouvernement, le nouveau président n'avait presque pas mis une empreinte propre. Non seulement parce qu'il fallait rester dans la continuité et la loyauté, aussi parce qu'il ne fallait pas heurter les sensibilités et donner l'impression d'un règlement de compte, enfin parce que même s'il avait voulu opérer une rupture, il n'en aurait pas eu le temps. Il y avait seulement 2 jours qu'il était au courant de sa nouvelle fonction de président de la République. 5 jours après, le 11 novembre 1982, Paul Biya prenait les choses en main. Célestin Monga raconte. Baptême de feu pour Paul Biya qui préside son premier conseil des ministres au palais de Toudi. Certains ministres, cas de Sadou Daoudou, secrétaire général à la présidence, Maïkano Abdoulaye, ministre des Forces armées et Victor Aïssim Vodo, ministre chargé de l'administration territoriale, des barons qui n'arrivent toujours pas à imaginer ce jeune homme, entre guillemets, de 50 ans à la tête de l'État, rit sous cap. C'est avec un sourire narquois qu'ils écoutent l'hommage à Aïdjo, mais Paul Biya, qui a bien l'intention de s'affirmer comme le nouveau patron, met les choses au point. En prononçant une allocution entièrement à la première personne et en ramenant tous les thèmes de la politique qu'il entend appliquer à sa propre personnalité. Dès lors, chacun sait à quoi s'en tenir. Le petit, entre guillemets, ne donne vraiment pas l'impression de se laisser intimider ni par la tâche ni par plus ancien que lui. Il enchaîne d'ailleurs les actes de prise en main. Le 19 novembre, c'est l'ouverture de la 5e session du Conseil national du parti, l'Union nationale camerounaise à Yaoundé. Amadou Aïdjo, le président national, n'est pas là. Parti depuis le 8 novembre en France en compagnie de son épouse. Le vice-président Paul Biya préside donc. Dans son allocution de bienvenue, il parlait du dialogue Nord-Sud, de l'organisation de l'unité africaine, de la 12e Coupe du monde de football, du non-alignement, des rapports Est-Ouest, de l'Organisation des Nations Unies, du panafricanisme, du désarmement, de l'Afrique australe, du Moyen-Orient. Enthousiaste et engagé d'après les observateurs, il parlait sur la tribune comme le président de la République alors qu'il est dans le parti. Mais au fait, le parti était-il différent de l'État à l'époque? Il parle également de rigueur, de moralisation et d'intégrité pour l'avenir, ce qui est interprété sous cap comme une critique au gouvernement précédent qu'il dirigeait d'ailleurs en tant que Premier ministre. Aïdjo reviendra le 10 décembre et le lendemain se tient une réunion du bureau politique du parti sous la présidence de l'ex-chef de l'État. Les 12 membres qui y participent ont été prévenus la veille. Il s'agit pourtant d'une réunion de routine au cours de laquelle on parlait des dossiers en instance. Seul hic, les services du protocole font arriver le président de la République avant Amadou Aïdjo, ce qui ne passe pas inaperçu et suscite déjà des interrogations dans l'entourage du président de la République. La réunion se tient quand même sans anicroche et le communiqué final annonce une délégation générale des pouvoirs au nouveau vice-président Paul Biya pour qu'il puisse assurer l'organisation et le bon fonctionnement du parti en cas d'empêchement ou d'absence du président national. Et comme ce dernier est tout le temps parti, Paul Biya tient désormais de main ferme les rênes de l'État et du parti. Le nouveau président avait de la fougue, de l'enthousiasme peut-être et surtout l'envie de bien faire. Toutes des qualités qui semblent évanouir avec l'âge et l'expérience. Contrairement aux premières années de règne, Paul Biya semble avoir pris des conseils de l'écrivain Nicolas Boileau qui disait « hâtez-vous lentement ». À demain.